Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. José Maria Neves est officiellement candidat à l'élection présidentielle du 17 octobre au Cap-Vert. L'ancien Premier ministre devra notamment faire face à son principal adversaire, Carlos Veiga, qui était également un temps à la primature. Dénonçant un sabotage économique, l'Éthiopie décide de geler temporairement les prêts garantis, une mesure inhabituelle qui rendra plus difficile la souscription de prêts. Les explications à suivre dans ce journal. Montée en puissance des plateformes de commerce électronique en Afrique, une industrie émergente, notamment en République démocratique du Congo, où l'on retrouve l'application Zondoo qui, à peine lancée, rencontre déjà beaucoup de succès. Les incendies continuent de ravager le nord de l'Algérie. Les derniers bilans des autorités locales, de la protection civile et du ministère de la Défense font état de 90 morts depuis lundi et sur place depuis samedi. Les pompiers, les militaires mais aussi les volontaires sont en première ligne pour essayer d'éteindre les derniers feux, notamment à Tizi Ouzou, Jijel et Béjaïa en Kabylie. Au total, ce sont 42 incendies qui sont toujours en cours. Le Cap-Vert se prépare pour la présidentielle fixée au 17 octobre prochain. Parmi les candidats, on retrouve l'ancien Premier ministre José Maria Neves, qui bénéficie du soutien du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Il a officiellement présenté jeudi sa candidature à la Cour constitutionnelle, première candidature officielle à quelques jours de la clôture des dépôts des candidatures. Nathalie Mo. L'ex-premier ministre capverdien José Maria Neves est candidat pour l'élection présidentielle de son pays. Il a déposé son dossier de candidature après obtention de 4000 signatures de ses divers soutiens, soit 3000 signatures de plus que le prévoit la loi. Pour sa formation politique, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, c'est le signe de la confiance de la population envers son candidat. Sa parole suscite une certaine confiance parce que pendant de longues années où il a été Premier ministre, on a constaté un certain progrès économique. Il a des qualités de bon gestionnaire que beaucoup ne lui dénient pas. En présentant officiellement sa candidature, José Maria Neves a promis, s'il était élu chef de l'État, d'unir la nation et de faire de la reconstruction du Cap-Vert une priorité dans la période post-Covid. Les Cap-Verdiens, eux, attendent que le candidat à la présidentielle s'intéresse à deux secteurs en crise majeure, la justice et les transports. Le pouvoir d'influence présidentielle est grand et doit être utilisé au Cap-Vert dans les domaines les plus divers, notamment dans les domaines de la justice et dans le domaine des transports. En ce moment, la situation de la justice est effectivement mauvaise au Cap-Vert. Dans un pays comme le Cap-Vert, il ne peut y avoir de transport qui ne soit pas subventionné par l'État. C'est impossible, par conséquent, les gouvernements devront gérer les choses. José Maria Neves, 61 ans, a été le premier ministre du Cap-Vert de 2001 à 2016. Lors de la présidentielle du 17 octobre 2021, l'ancien membre du gouvernement aura pour principal rival Carlos Veiga, lui aussi ancien premier ministre et candidat du mouvement pour la démocratie. Selon le calendrier électoral, la clôture des dépôts de candidature à la Cour constitutionnelle est prévue le 18 août 2021, 60 jours avant la date du scrutin. Le président Gbagbo ne fait plus partie du Front populaire ivoirien. Les mots du comité central du Front populaire ivoirien à l'endroit de l'ancien président Laurent Gbagbo, désormais exclu par cette partie du FPI. Le FPI, parti qu'il a fondé il y a près de 40 ans. Ce comité central est présidé par Pascal Affi-N'Guessan. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce de la volonté de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique en Côte d'Ivoire suite aux dissensions au sein du Front populaire ivoirien. Le FPI divisé depuis 2015 avec d'un côté un FPI légal dirigé par Pascal Affi-N'Guessan et de l'autre un FPI Gore resté fidèle à l'ancien président. La mesure a été actée le 10 août en Conseil des ministres. La Guinée, face au nouveau variant du Covid-19, décide d'introduire le pass sanitaire. Le pays est confronté à une nouvelle flambée des cas de coronavirus. Les autorités guinéennes ont donc décidé de durcir les mesures sanitaires afin de freiner la propagation
du variant Delta. Marie-Raphaël Antolo. Alors qu'il fait polémique dans certains pays d'Europe, en Guinée, un pass sanitaire sera désormais obligatoire sur tout le territoire. Décidé lors du Conseil des ministres du mardi 10 août 2021, la mesure vise à freiner la flambée des cas de contamination et est déjà en application. Mercredi 11 août déjà, des médias locaux ont annoncé l'effectivité de la mesure dans les différents ministères pour le personnel de l'administration et de la présidence. L'existence de plusieurs variants de Covid-19 dans le pays est très importante pour essayer d'avoir des mesures de prévention. Parce qu'il faudra savoir que le variant Delta est là et il est redouté par la majorité des spécialistes dans le monde entier. Exactement, actuellement, nous avons constaté que la Guinée ne respecte aucune mesure prise pour lutter contre la Covid-19. Par exemple, il n'y a pas de port de masque, la population ne porte pas le masque, il n'y a pas la distanciation sociale. Et en plus, cette population évite de se faire vacciner. Suite à la négligence observée au sein de la population en ce qui est du respect des mesures barrières, les autorités guinéennes ont jugé idoine de durcir le ton, soutiennent des experts. La présence de plusieurs variants du virus a été signalée sur le territoire par les autorités sanitaires. Le variant Delta reste cependant le plus redouté par les médecins et spécialistes. Sur le plan épidémiologique, pour pouvoir évaluer les efforts qu'ont émis un gouvernement et surtout celui des autorités de Conakry, il faudra savoir que nous allons nous baser sur plusieurs indicateurs. Dans les premiers temps, le premier indicateur sera la diminution du taux de contamination. Si on se rend compte qu'il y a moins de personnes qui se font contaminer de la Covid-19, on pourra dire qu'effectivement, les mesures mises sur le terrain pour pouvoir limiter la contamination à la Covid-19 a bien marché. Nous avons un deuxième indicateur qui est la diminution des décès, parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que les décès dans les hôpitaux ont dépassé la barre de plusieurs dizaines par jour à cause des nouveaux variants. Et c'est très dangereux pour un pays, surtout la Guinée, que vous savez, qui n'a pas une population vraiment élevée. Une autre mesure de prévention prise par les autorités, les personnes venant des pays touchés par des variants seront désormais soumises à des mesures spéciales une fois sur le territoire guinéen. Le nombre de décès déclarés à ce jour est de 366, mais les cas journaliers ont dépassé la centaine depuis l'apparition du variant Delta. Au Kenya, les salariés du public ont jusqu'à la fin août pour se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine de sanctions. Une mesure adoptée au moment où la campagne de vaccination patine. Moins de 3% de la population est entièrement vaccinée. Les précisions de Samantha Saberou-Sabubanga. La pression s'accentue un peu plus sur les fonctionnaires non vaccinés au Kenya. Les fonctionnaires non vaccinés contre le Covid-19 ont jusqu'au 23 août pour recevoir leur première dose sous peine de sanctions disciplinaires. L'information a été donnée par le directeur des services publics kenyans, Joseph Kinoa. Le Parlement kenyan étudie actuellement l'interdiction pour les non-vaccinés d'accéder à certains lieux publics et privés. La situation sanitaire au Kenya est très complexe puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Kenya fait partie de ces pays qui bénéficient du COVAX Facility, qui permet donc d'accéder aux vaccins. Aujourd'hui, l'offre vaccinale est suffisamment importante pour pouvoir vacciner un certain nombre de la population, mais aujourd'hui, le pays se trouve confronté à deux phénomènes. Le premier, une réticence notamment de ses fonctionnaires. Et la deuxième chose, c'est le manque de sensibilisation et d'information. À en croire Dr Joseph, le taux de vaccination est trop faible au sein des services publics kenyans, notamment chez le personnel de sécurité et d'enseignement officiellement de groupes prioritaires. Du côté des professeurs, par exemple, la campagne de vaccination patine. Seulement un tiers des personnes visées ont reçu une première dose. Sur le premier point, l'État donc a tapé du poing sur la table, à l'image de beaucoup de pays au sein de la communauté internationale, je pense notamment aux États-Unis. L'idée, c'est non seulement de montrer l'exemplarité à laquelle est soumise les fonctionnaires en tant que représentants de l'État, et la seconde chose, c'est aussi de pouvoir accéder aux objectifs que se sont donnés les autorités kenyanes, à savoir de pouvoir vacciner au moins
à quasiment la moitié de la population à la fin de l'année 2022. Actuellement, on y est encore très très loin puisqu'on évalue à pratiquement 3% de la population uniquement qui a été vaccinée. À ce jour, 1,92 million de doses de vaccins ont été administrées au Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est vise 26 millions de vaccinés d'ici fin 2022. Le Kenya, où le couvre-feu est en vigueur depuis 2020, a enregistré au total 213 000 infections au Covid-19, dont 4 211 décès. L'Éthiopie suspend temporairement les prêts utilisant des garanties sur les actifs. Et pour se justifier, la Banque centrale évoque un sabotage économique sans plus d'explications au sujet de cette mesure qui rendra plus difficile la souscription de prêts. Nathalie Moore. La Banque nationale d'Éthiopie a ordonné aux banques commerciales de suspendre temporairement tous les prêts garantis. Une mesure inattendue qui comprend le décaissement des prêts qui ont déjà été approuvés. Désormais, il sera plus difficile pour les Éthiopiens d'accéder à ces services bancaires, selon des experts. Je pense que la Banque nationale décide de réduire ses garanties afin de permettre aux banques commerciales de pouvoir accéder au crédit. Je pense que ça va juste permettre non seulement de relancer les crédits et puis relancer la croissance économique. L'Éthiopie est victime d'un sabotage économique volontaire, selon les autorités et les services de sécurité de ce pays de la Corne de l'Afrique. Lorsque vous voyez qu'un sabotage économique a lieu à dessein, vous prenez immédiatement des mesures car cela déstabilise l'économie, a expliqué le ministre des Finances, Eyob Tekaling. Cependant, le gouvernement n'a pas donné d'indication sur la nature précise de ce sabotage. L'économie du pays est sabotée et donc d'une certaine manière, je pense que c'est légitime d'une certaine manière de justifier cette mesure de garantie. Je pense que l'effet que ça aura, ça va permettre d'augmenter les crédits, l'investissement et la consommation. Les banques commerciales privées d'Éthiopie ont déboursé des prêts pour un total de 121,2 milliards de birr au cours de l'exercice 2019-2020, tout en collectant 93 milliards de birr en remboursement au cours de la même période. Notons que comparé à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, l'accès aux services bancaires demeure faible en Éthiopie. 7500 agences bancaires sont actives dans le pays pour une population de plus de 100 millions de personnes. Le e-commerce en Afrique, un business en plein essor, mais qui fait face à plusieurs défis. Le marché reste étroit et offre des marges faibles. Le marché nécessite alors des investissements réguliers et colossaux. En République démocratique du Congo, certains ont quand même décidé de se lancer dans cette aventure. C'est un reportage signé Jacques Mboka. Plus de 8000 téléchargements en quelques mois depuis sa création, l'application Zando, qui veut dire grand marché, est en train d'occuper une place de choix dans le e-commerce en République démocratique du Congo. Par le téléchargement de cette application, Zando se présente ainsi comme un pont entre les vendeurs et l'acheteur. Et nous avons voulu à ce que le marché soit palpable, d'où nous invitons le commerçant à poster leurs marchandises ou leurs articles dans l'application. Et lorsqu'il y a un client qui est intéressé, il écrit directement au vendeur. Zando, une initiative qui emploie une dizaine de jeunes, est une création de Jonathan Dambana, un jeune Congolais en cheval entre Londres et Kinshasa. Avec la fermeture de Zando, le grand marché de Kinshasa, dont les travaux de réhabilitation tardent à se réaliser, le concept de ces jeunes tire un tant soit peu profit de la situation. Nous avons aussi été inspirés. Par rapport au confinement, nous avons vu, il y a des gens qui ont eu des difficultés par rapport à leur vente, les achats et tout ça. Nous fonctionnons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ça nous a aussi un peu inspiré. C'est le même concept du grand marché Zando. Malgré les succès que rencontre Zando, les utilisateurs, comme dans toute autre plateforme en ligne, ne sont pas à l'abri des arnaques.